Merci Bruno. La réalité, c'est que je vais parler des leviers, bien sûr, et comment on va agir, parce qu'on ne peut pas nécessairement attendre le grand soir et la transformation de la société radicale pour essayer, dès à présent, matin après matin, de changer une réalité qui est une réalité qu'on condamne et sur laquelle on attend agir. Mais moi, je voudrais juste quand même replacer le contexte pour des écologistes, pour l'écologiste que je suis, l'agriculture biologique, ce que ça représente. C'est-à-dire qu'on est, à travers l'agriculture biologique, dans les fondements de ce qu'est l'humanité. Jean-Paul Joly l'a dit tout à l'heure. C'est impossible de réagir par rapport au schéma agricole actuel si on ne replace pas l'humanité dans son histoire et si on ne sait pas vers où on va aller. Si je dis ça, c'est tout simplement que par l'entrée agricole, et notamment par l'entrée de l'agriculture biologique, on touche à tous les fondements. On touche à l'eau, on touche à la terre, on touche à l'énergie, on touche à la santé et on touche au social. Quand on a dit tout à l'heure qu'effectivement, l'emploi, la désertification des territoires, le fait qu'on ferme les écoles, les postes, les épiceries, que cette société dans laquelle nous vivons actuellement est une société qui conduit l'humanité à sa ruine. Et je dis bien à sa ruine, je pèse mes mots. Si nous ne changeons pas de système, nous n'avons aucune possibilité, effectivement, à terme, de nous en sortir. Et donc, toute la difficulté, c'est en même temps de voir le long terme. Et le long terme, il ne peut passer que par une relocalisation des productions agricoles. Parce que la misère que l'on connaît au sud, et on l'a dit tout à l'heure, effectivement, par l'intensification de l'agriculture au Brésil ou ailleurs, on sait très bien que la misère a chassé la pauvreté. Et que le petit paysan, il est en train de mourir, et qu'il est mort, ou qu'il va dans les grandes villes. Et ce phénomène-là, nous allons le connaître partout. Partout. C'est-à-dire que les paysans, actuellement, perdent leur travail. Et donc nous sommes, je suis désolé de vouloir le placer dans ce contexte, mais on ne peut pas concevoir une politique agricole si on ne regarde pas quels sont les enjeux. Et ces enjeux-là, il faut les défendre parce que ça a un coût. Juste sur cette question de la relocalisation, vous la situez sur quelle échelle territoriale la relocalisation? À l'échelle des régions françaises, à l'échelle de la France, à l'échelle de l'ensemble européen? Voilà, c'est une question, j'allais dire, absolument essentielle parce qu'il faut traiter en amont et en aval. Ce que l'on traite en amont, c'est aussi le système des aides. C'est-à-dire qu'on vit dans un environnement qui est l'environnement européen. Et cet environnement européen, il travaille aussi à travers les régions. On parlait tout à l'heure, quand on dit la transversalité, j'entendais parler par exemple de la question essentielle de la formation. La formation, ce sont les régions. Les aides agricoles, l'orientation des aides agricoles, c'est essentiellement l'Europe. Mais les régions aussi jouent. Là où je ne peux pas entendre une réponse qui soit une réponse simpliste, ce ne peut pas être une réponse française qui va dire la France toute seule va se battre contre les brevets sur les semences. La France toute seule ne va pas se battre sur effectivement la réorientation des aides de la politique agricole commune. On est nécessairement dans un ensemble qui est un ensemble collectif. Donc oui, nous devons agir au niveau européen, mais oui également et naturellement, nous devons aussi agir au niveau régional. Mais moi, ce que je voudrais vraiment faire comprendre à titre liminaire, après on parlera des leviers, c'est que les coûts actuellement, non mais je vais en parler, mais tout simplement parce que les coûts, Jean-Paul l'a dit aussi sur la question du nucléaire, on ne peut pas à la fois financer le développement d'une industrie productiviste nucléaire et en même temps mettre les moyens sur les énergies renouvelables. C'est juste impossible. Ce sont des choix de société. Donc là, on a le choix. Soit effectivement, on veut aller vers une agriculture biologique et paysanne et vivrière, et on se donne les moyens de le faire. Soit effectivement, on veut essayer à la fois de perdurer dans une industrie agricole intensive et productiviste, et en même temps aider à la marge le développement de l'agriculture bio ou de l'agriculture paysanne. Ça n'est pas possible, ce sont des choix de société, ce sont des choix politiques, et c'est exactement ça que nous devons imaginer dans les années qui viennent. Alors en une minute, pour j'essaie d'équilibrer un petit peu le temps de parole, les 2 ou 3 leviers principaux. Alors, déjà la reprise du foncier. C'est-à-dire que c'est évident qu'on peut pas laisser à chaque fois qu'il y a un agriculteur qui arrête la terre repartir pour l'augmentation
d'une superficie déjà existante. Il faut aider, mais c'est la priorité des priorités, il faut aider les jeunes et les agriculteurs bio à pouvoir s'installer. Donc ça veut dire reprise en main du foncier avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, ça veut dire le travail sur les affaires, ça veut dire le travail sur les acteurs et sur ceux qui participent. Donc foncier, c'est une priorité absolue. La deuxième, évidemment, c'est de retravailler sur les débouchés et sur les circuits. Bien sûr qu'il faut travailler sur les circuits bio, bien sûr que nous devons aider, et qu'un circuit court dans l'absolu, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut être et dans les circuits courts et dans les circuits bio. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, évidemment, c'est de revenir totalement sur le système des aides, de changer l'histoire des aides de la PAC et d'arrêter d'aider et de toujours aider les mêmes pour pouvoir avoir une conditionnalité des aides et évidemment des marchés publics. Merci. Alors,